Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Elle vulgarise les sciences avec sa chaîne YouTube Syllabus et elle a un objectif, prendre les sujets d'apparence inintéressants pour les rendre justement passionnants, et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Votre chronique aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler? On va revenir sur le discours de politique générale de François Bayrou et plus précisément ses annonces sur l'intelligence artificielle. On voit ça dans un instant. Et puis nos sujets du jour justement avec Lisa. Chaque année, le plus grand salon tech mondial révèle les innovations qui transforment nos vies, que ce soit dans la santé, dans la mobilité ou même dans l'éducation. Vous allez voir, alors derrière ces promesses, une question. La technologie va-t-elle vraiment dans le sens du progrès humain? On décode les grandes tendances du CES 2025 avec Lisa. Et puis deuxième sujet aussi en deuxième partie d'émission. Et si TikTok était sous pavillon américain, mais avec Elon Musk aux commandes, alors que la plateforme pourrait être bannie aux États-Unis dans quelques jours seulement, une solution inattendue se profile, un rachat par le milliardaire lui-même. Entre sécurité nationale, guerre économique et liberté d'expression, quel impact pour l'Europe dans ce bras de fer numérique? On en parle avec notre expert dans un instant, mais d'abord, focus. Un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, un master en génie biomédical, un doctorat sur ces mêmes sujets et même le premier prix du concours Mathèse en 180 secondes en 2012. Alors avec un tel CV, Viviane Lalande aurait pu se diriger vers une carrière toute tracée dans la recherche, mais elle a préféré exprimer son côté créatif sur YouTube. Syllabus, c'est le nom de sa chaîne créée en 2013. Elle est notre focus du jour, signée aujourd'hui Dylan Kohler. Aujourd'hui, zoom sur Viviane Lalande, la créatrice de la chaîne YouTube Syllabus, véritable bijou pour les passionnés de sciences. Diplômée de l'Université des technologies de Belfort-Montbéliard, cette docteure en biomécanique combine rigueur scientifique et talent pédagogique en rendant accessible une quantité de notions complexes. Aussi dynamique que chaleureuse, elle captive aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés depuis la création de sa chaîne en 2013. Syllabus, c'est avant tout une vision du monde sous l'angle scientifique. Viviane aborde des sujets variés, allant des phénomènes physiques du quotidien aux grandes questions sociétales comme les changements climatiques ou l'impact des nouvelles technologies. Chaque vidéo regorge d'informations toujours aussi claires que ludiques. Chaque thématique est illustrée par des expériences concrètes ainsi que des animations captivantes. Une touche visuelle qui rend la science vivante et compréhensible pour tous. Est-ce que c'est une légende ou pas que des gens glissent régulièrement sur des pots de banane et tombent du coup? Est-ce qu'en France, une personne est déjà tombée parce qu'elle a marché sur une peau de banane? Enfin, ça me rend fou. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va explorer le mythe et voir si, alors même que c'est pas très glissant de prime abord, est-ce que en réalité c'est très glissant, et donc on va faire un test de glissitude. Mon Dieu! Allez, ce test de la planche inclinée, il est utilisé pour déterminer quel est le coefficient de friction d'un couple d'objets. Donc ici, la banane et la planche. Donc ça veut dire que techniquement, ma chaussure est plus glissante que la banane. C'est mal parti pour le mythe de la banane qui glisse quand même. Viviane n'hésite pas à s'attaquer également aux enjeux majeurs de notre société, comme l'importance de l'éducation scientifique dans un monde en perpétuelle évolution. Son objectif est simple, montrer que la science peut être un outil puissant pour comprendre et améliorer notre quotidien. Alors si vous aimez apprendre, réfléchir et vous divertir, n'hésitez pas à faire un tour sur Syllabus. La science à la portée de tous, voilà comment résumer la chaîne YouTube de Viviane Lalande, chaîne qui s'inscrit d'ores et déjà comme référence incontournable dans son domaine. Allez, autre chose maintenant, intelligence artificielle, santé numérique, mobilité autonome ou encore éducation. Le CES 2025 a mis en lumière les innovations qui redessinent notre quotidien. Mais au-delà de la performance technologique, quelle promesse pour la société? La tech est-elle moteur de progrès ou une simple vitrine marketing? Décryptage aujourd'hui au cœur de cet événement incontournable. On le fait tout de suite avec Lisa, notre experte dans la première partie du talk. Le CES de Las Vegas a donc fermé ses portes il y a quelques jours. Lisa, quelle est l'innovation ou les innovations qui vous ont le plus marqué cette année? Eh bien, écoutez, la
L'innovation qui m'a le plus marquée, c'est une innovation française, Netri, qui crée en fait des puces microfluidiques. Alors qu'est-ce que c'est des puces microfluidiques ? Ce sont des puces qui permettent de reproduire les fonctions des organes humains afin de pouvoir faire des tests qu'on fait normalement sur les animaux et donc de ne plus faire de cruauté animale. Ça, en principe. Important. Effectivement, en principe, on souhaite effectivement que cette innovation puisse se développer. Alors moi, j'ai trouvé un smartphone qui se recharge en moins de 5 secondes parce que c'est vrai que le grand sujet, quand on n'a plus de batterie, c'est justement ce problème de batterie, de recharge, de temps de recharge. C'est la promesse de Sweepit. Ça prend la forme d'un grille-pain. C'est exceptionnel. Et vous mettez le smartphone dans le grille-pain et ça recharge la batterie externe qui est collée au smartphone. Et ça en moins de 5 secondes. Bon, ça coûte quand même 440 € pour l'appareil, 110 € pour la coque. C'est un petit budget, effectivement. Les câbles, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, l'innovation et le format du grille-pain m'a particulièrement intéressée. Il y a aussi de nombreuses startups qui ont été présentées et qui ont présenté des solutions de santé connectée, utilisant notamment l'intelligence artificielle pour prédire des maladies, améliorer le diagnostic, voire proposer un suivi médical personnalisé. Est-ce que ça, Lisa, on peut vraiment parler de révolution ou est-ce que c'est plutôt encore dans une phase expérimentale aujourd'hui ? Alors, révolution, oui et non, dans la mesure où c'est quand même un sujet qui se répète au fil des années sur le CES et sur d'autres salons d'ailleurs. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un gros focus, on va dire, sur ce qui est médecine prédictive, c'est-à-dire tous les dispositifs qu'on va pouvoir emporter avec nous, comme des montres connectées, des bagues connectées. On va aussi avoir des dispositifs qu'on retrouve dans la salle de bain, notamment avec le français WeThings qui propose chaque année tout un tas de produits révolutionnaires. On a eu la balance, aujourd'hui on a Omnia qui a été présenté en 2025, un miroir connecté. Tout ça, c'est effectivement des dispositifs qui permettent de prédire un petit peu en fait quel sera notre état de santé à travers tout un tas de données. En revanche, quand on a une application dans le réel, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est vraiment médecine à proprement parler, c'est pas encore extrêmement utilisé par les médecins parce qu'il manque encore notamment des validations cliniques solides pour pouvoir utiliser ces dispositifs. Là où la médecine connectée a beaucoup avancé, c'est plutôt sur ce qu'on va retrouver dans certains déserts médicaux, donc les cabines de téléconsultation qui permettent de faire des consultations avec des médecins à distance et avec tout un tas d'outils à disposition, des stéthoscopes et autres qui sont connectés et qui permettent d'envoyer directement les données aux médecins. C'est important, effectivement, notamment, vous en avez parlé, dans les déserts médicaux, problème croissant en France et notamment dans la ruralité. J'ai trouvé aussi au CES une cuillère pas comme les autres. C'est un gadget qui est vendu par la société japonaise Kiri Holdings et qui permet de donner un goût salé aux aliments sans même ajouter de sel. Un tour de passe-passe qui est rendu possible par l'envoi d'un faible courant électrique en fait, sur le bout de la cuillère et notamment sur la langue et qui va stimuler nos papilles gustatives et donc donner l'impression que l'aliment est salé. Ça pourrait effectivement révolutionner un enjeu de santé publique un peu partout dans le monde parce qu'une alimentation trop riche en sodium, ça provoque bien sûr de l'hypertension artérielle. Et ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. En tout cas, au CES, ce qu'on voit, c'est que les innovations se font de plus en plus nombreuses, notamment dans un domaine qui nous est cher, celui, mesdames et messieurs, de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme start-up ou entreprise ou solution qui vous a particulièrement intéressé dans le domaine, Lisa ? Alors, cette année, encore plus que les années précédentes, on a eu beaucoup de start-up autour de tout ce qui est intelligence artificielle, donc des tuteurs virtuels, des plateformes d'intelligence artificielle qui permettent d'adapter l'éducation à chaque personne qui l'utilise, puisque j'allais dire chaque élève, mais on peut toujours apprendre, même une fois qu'on est sorti de l'école. En revanche, on a quelques startups qui sont aussi sorties du lot avec des solutions un petit peu plus extravagantes, entre guillemets. D'accord. On a par exemple Kudo, qui existe déjà depuis 2018, mais qui a présenté une nouvelle itération de sa plateforme qui permet en fait une traduction simultanée alimentée par l'intelligence artificielle de tous les cours, c'est-à-dire que, ou même des conférences, c'est-à-dire que si vous avez une conférence en taïwanais, voilà, je prends une langue que, a priori, peu de gens en France pratiquent, vous avez la possibilité donc de suivre
un cours en taïwanais et d'avoir la traduction en direct par l'intelligence artificielle. Et c'est une traduction qui se fait à la fois vocalement et de manière textuelle. Donc je trouvais que c'était plutôt assez chouette. Donc ça veut dire qu'on connecte par exemple nos écouteurs à cet outil-là et on peut automatiquement accéder à la traduction Alors du coup c'est sur une plateforme, donc il faut que ça soit de la visioconférence. Ok. Voilà. Et donc effectivement, au lieu de recevoir le son dans la langue dans laquelle le discours est prononcé, on l'a dans la langue qu'on a besoin d'entendre soi-même. Et puis il y a eu aussi une deuxième innovation qui reste un petit peu dans le domaine de la traduction qui m'a particulièrement interpellée. Alors malheureusement, je m'excuse, j'en ai oublié le nom. C'est un stylo qui permet effectivement lui aussi de faire de la traduction. Alors pour le coup, c'est un petit peu différent. On ouvre son livre, on ouvre un cours et en fait on passe le stylo sur le texte. Et ça permet d'avoir la traduction directement qui s'affiche dessus. Exceptionnel. Voilà. Ouais, ça va embêter tous les traducteurs, tous les professeurs de langue aussi, j'imagine. On peut en avoir en tout cas, à mon sens, ça permettra surtout d'ouvrir la connaissance à tout un tas de gens, dans la mesure où il y a des textes auxquels on n'a pas forcément accès, où on n'a pas toujours la bonne traduction, où on peut avoir des difficultés ou une réticence, tout simplement, à consommer des contenus en langue étrangère. Et donc, je pense que ça va ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles. Alors, on a vu aussi beaucoup de start-up françaises au CES. Où en est la France en matière d'innovation technologique ? Eh bien, la France se porte plutôt bien, même si au fil des années sur le CES, on a remarqué que le nombre de start-up présentes sur cet événement est de moins en moins important. En 2021, par exemple, on avait jusqu'à 300 start-up françaises. Cette année, on n'en compte plus que 110. Ça a été une diminution progressive. Et ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment le coût de participation à un tel salon, aussi les pavillons étrangers qui se sont développés et donc une concurrence de plus en plus accrue. Et puis aussi le besoin aussi d'optimiser en fait le retour sur investissement des startups qui se déplacent sur le salon. Et donc une volonté derrière de peut-être un peu plus cibler les startups qu'on envoie sur le salon pour avoir plus de retours positifs. Donc privilégier en fait la qualité que la quantité. Voilà. Ce qu'on notera aussi, et c'est pas la première année, c'est qu'on a une absence de représentants politiques et institutionnels du côté de la France au CES, qui a été remarqué, qui a été particulièrement remarqué et qui est un peu contre-intuitif dans la mesure où, au cours des derniers mois, on a quand même eu des annonces qui allaient dans le sens de la French Tech et plus particulièrement du numérique, avec par exemple la nomination de Clara Chapaz en tant que ministre déléguée à l'IA et au numérique. Donc on aurait pu s'attendre à un regain de ce côté-là et malheureusement ça n'a pas été le cas. Bon, effectivement, et d'ailleurs nombreux ont été les commentateurs qui disaient que la direction de la mission French Tech par exemple, ou alors effectivement les ministères ou les ministres délégués chargés de ces sujets du numérique, de l'intelligence artificielle ont brillé par leur absence, et notamment le cas de certaines tribunes qui... Dites-moi, Lisa. Ce qui, heureusement, est un petit peu... on a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait décidé d'avoir un stand à part. Ouais. Et donc, ça permet un peu de mesurer la chose parce que là, pour le coup, on avait des représentants officiels pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On en a d'un point de vue local et pas forcément national. Bon, les messages qui sont envoyés, en tout cas, ne sont pas forcément très positifs sur l'excellence technologique française. Pourtant, elle existe et elle est bel et bien là. On en a parlé avec vous, Lisa. Merci beaucoup. On termine cette première partie du talk et on laisse tout de suite place à un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée, notre experte même, Lisa de Bernard. Et avant de reprendre nos discussions autour de l'actualité tech un peu partout dans le monde, on va laisser place à votre chronique, si vous voulez bien, parce que vous avez toujours une idée derrière la tech. Toujours. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mardi 14 janvier, le Premier ministre François Bayrou a donné son discours de politique générale, discours durant lequel les défis posés par les nouvelles technologies ont été abordés. Alors, quelles sont les priorités du gouvernement à ce sujet? Que peut-on retenir aussi des annonces de François Bayrou? Lisa, vous êtes justement là pour nous en proposer un résumé. Eh bien, le premier sujet, Philippine, c'est l'intelligence artificielle. Le Premier ministre est revenu sur la stratégie de la France sur ce sujet de taille et qu'il semble prendre très au sérieux, notamment sur la question du développement d'un écosystème solide en France et plus largement en Europe. Un écosystème qui devra faire face à la concurrence féroce que représentent les États-Unis et la Chine. François Bayrou a d'ailleurs été plutôt vindicatif sur le sujet, rappelant que la France est l'une des championnes de la recherche informatique, algorithmique et automatique et qu'elle ne doit pas, je cite, devenir l'un des nains de la nouvelle économie qui sera précisément fondée sur le numérique. Alors pour ce faire, il souhaite enclencher le troisième volet du plan d'investissement France 2030. Exactement, un volet qui concerne à la fois la montée en puissance des investissements publics et privés, mais également la formation des citoyens pour les préparer aux métiers de demain et enfin le renforcement des collaborations européennes. Le message est clair. Alors c'est pas la seule phrase forte qu'on retient de ce discours, puisqu'il a aussi qualifié l'intelligence artificielle de changement d'être pour notre humanité. Qu'est-ce que ça implique et quelles mesures vont être prises, Lisa? Eh bien, le message est clair. Comme vous l'avez dit, l'IA doit être au service du bien commun, pas au détriment des valeurs humaines fondamentales. Et pour ce faire, le gouvernement entend renforcer la régulation et miser sur une approche éthique et humaniste. Il a par exemple évoqué des investissements dans des technologies transparentes afin de prévenir les abus et d'encadrer son usage dans des secteurs sensibles comme l'éducation, la santé ou encore la justice. Et la coopération européenne devra être renforcée. C'est revenu sur la table et cette fois-ci pour contrer les excès des grandes multinationales. La transition est toute trouvée puisque justement en parlant des multinationales, François Bayrou a également mentionné un certain Elon Musk. Oui, et il n'a pas mâché ses mots, qualifiant Elon Musk de figure du nouveau désordre mondial. Selon lui, la concentration d'influence et de pouvoir entre les mains de personnalités, notamment celles issues du monde des nouvelles technologies comme Musk, pose un problème majeur. Il a souligné notamment l'impact de leurs décisions sur la politique mondiale, parfois en dehors de tout cadre démocratique. C'est un appel donc à remettre la régulation et l'éthique au cœur des discussions pour que les géants de la tech ne dictent pas seuls les règles du jeu. Des déclarations qui arrivent, on le rappelle, alors que Donald Trump s'apprête à entrer en fonction le 20 janvier et qu'une commission sur l'efficacité gouvernementale sera prochainement dirigée par le milliardaire qui entre donc officiellement dans le monde politique. Là où ces décisions peuvent peser beaucoup plus lourd effectivement dans la balance, ce que l'on retiendra en tout cas, c'est que ce nouveau gouvernement français, pour le coup, semble vouloir prendre le taureau par les cornes. Reste à savoir si ces intentions pourront se concrétiser, bien sûr, face aux géants de la tech et surtout aux réalités économiques. Vous serez là en tout cas pour continuer à nous en parler chaque semaine, Lisa. Merci beaucoup et puis on lance ensemble toutes les deux la deuxième partie du talk. Deuxième sujet au cœur de l'actualité tech dans le monde aujourd'hui. TikTok, le réseau préféré des jeunes, est au cœur d'un nouveau feuilleton géopolitique. Aux États-Unis, la plateforme risque d'être bannie. Vous savez, on en a parlé déjà récemment avec Lisa et avec Alexandre Azria, accusés de servir notamment TikTok les intérêts de Pékin en Chine. Et voilà qu'Elon Musk entre dans la danse, prêt à racheter les activités américaines. Alors quelles seraient les conséquences pour les utilisateurs européens? Et qu'est-ce que ça révèle, cette bataille sur l'avenir des réseaux sociaux? On va continuer à en parler avec vous. Lisa, d'abord, pourquoi Elon Musk voudrait s'emparer comme ça des activités américaines de TikTok? Eh bien, a priori, déjà pour continuer l'expansion de son empire et de son empire numérique plus précisément, avec le développement d'une audience d'autant plus massive et notamment d'une audience plus jeune, puisque TikTok, on le sait, rassemble surtout les jeunes générations, là où sur X, on n'a pas forcément les mêmes tranches d'âge. Il y a une volonté aussi, bien évidemment, de renforcer du coup sa position dominante en tant qu'acteur du numérique. Il y a certainement aussi une volonté de diversifier ses revenus. Et puis, on peut aussi imaginer qu'il y a une volonté de la part d'Elon Musk de contrôler des données et avoir une influence médiatique bien plus importante. Voilà. Quelles seraient les synergies potentielles entre TikTok et X, l'ex-Twitter ?
Eh bien, dans un premier temps, déjà, on peut peut-être espérer, enfin en tout cas, Elon Musk, s'il fait ce rachat, peut espérer pouvoir faire des publicités croisées sur les différentes plateformes, là encore dans une logique économique, puisque on le sait, X, ça lui a quand même coûté 44 milliards de dollars, donc il faut renflouer les caisses. Voilà. Rembourser. Et puis, il y aura également certainement un impact sur les partenariats avec les créateurs. Peut-être que ce qu'on retrouve sur TikTok sera exporté sur X. Voilà, il y a plein de possibilités de ce côté-là. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, il y aura certainement un élargissement de l'audience, peut-être des ponts qui seront créés entre les deux plateformes. Alors justement, vous parliez d'impact sur les créateurs. Ils ont déjà vécu l'incertitude liée à une éventuelle interdiction. Quel impact ça pourrait avoir, ce changement de propriétaire, sur leurs revenus, sur leur créativité aussi ? Sur leurs revenus, il pourrait y avoir une modification des règles au niveau de la plateforme. Il pourrait aussi y avoir ce même impact effectivement sur leur créativité, puisque peut-être qu'en changeant aussi les algorithmes, en poussant d'autres types de contenus en priorité sur la page d'accueil de TikTok, il y aura peut-être le besoin pour ces créateurs de se renouveler pour pouvoir justement pallier une perte de revenus ou une perte de visibilité. Comment expliquer l'obsession des autorités américaines pour TikTok aujourd'hui ? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est leur cheval de bataille depuis quelques mois, voire même quelques années. Quelques années. Comment ça s'explique ? Et est-ce que justement cette potentielle arrivée d'Elon Musk à la tête de TikTok aux États-Unis pourrait changer la donne ? Alors il y a 3 points majeurs qu'on pourrait identifier. Il y a déjà une question de sécurité nationale, puisque ce qui inquiète les États-Unis au niveau de TikTok, on le sait, c'est le fait que les données des utilisateurs puissent être transmises au gouvernement chinois et via ByteDance, qui est donc la maison mère de TikTok et qui est basée en Chine. Donc il y a cette question de sécurité nationale. Il y a aussi une question d'influence géopolitique, puisque TikTok est quand même un outil de diffusion extrêmement performant et qui a le pouvoir d'influencer l'opinion publique. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est tout simplement la protection du marché. Et c'est d'ailleurs Trump qui avait impulsé cette dynamique d'envoyer TikTok en dehors du continent américain, ou tout du moins d'en récupérer la direction. Et Trump a toujours eu cette rivalité très forte avec la Chine, et ça se vérifie aussi sur le domaine du numérique. Et puis il y a aussi une volonté, bien évidemment, de privilégier aussi les plateformes nationales comme Facebook, YouTube et autres. Si TikTok passe sous contrôle américain, Lisa, est-ce que malgré tout le problème s'est vraiment résolu ? Est-ce que changer de propriétaire, ça suffit à éliminer les risques de manipulation de la population, d'espionnage, manipulation de... Alors, dans les faits, si on simplifie vraiment ce qui va se passer, si jamais TikTok est racheté au niveau américain, c'est comme si finalement les États-Unis devenaient propriétaires d'une nouvelle maison. Ils récupèrent les clés et a priori, la personne précédente n'est plus supposée pouvoir entrer dans tout ce qui est back-office, avoir accès aux données, etc. Dans les faits, si on veut... il n'y a jamais rien d'infaillible. Et si vraiment on veut pousser les choses à leur paroxysme, on peut se dire qu'il pourrait y avoir des failles de sécurité, des vulnérabilités encore dans ce back-office qui permettraient au gouvernement, ou à ByteDance tout du moins, de continuer à avoir une petite main sur la plateforme. On peut aussi imaginer tout simplement qu'ils délèguent aussi du personnel aux États-Unis qui pourrait faire de l'espionnage. En fait, on peut tout imaginer. Dans les faits, il n'y a rien d'infaillible. Mais objectivement, c'est supposé quand même renforcer la sécurité, même si aujourd'hui, il faut le rappeler, TikTok, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, a déjà fait quelques pas, il faut rester mesuré, mais sur la transparence, notamment avec le fait que des audits indépendants puissent être faits, et les audits jusqu'à présent n'ont encore jamais révélé que des informations étaient transmises au gouvernement chinois. Donc c'est un peu le flou. On ne sait pas si finalement ces mesures sont essentielles ou non, mais en tout cas, on sait que c'est l'une des volontés aux États-Unis depuis plusieurs années de récupérer cette entreprise.
À raison ou à tort. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je pense que voilà, là pour l'instant, ils sont cela étant dit, avec l'arrivée de Trump, il y a quand même un petit changement, une petite variation. Mais en tout cas, ça a été la volonté pendant des années et j'ai du mal à imaginer qu'ils en démordent complètement. Bon, on pourra en parler effectivement là aussi pendant des heures, mais on va bientôt s'arrêter. Dernière question malgré tout pour vous, Lisa. Le gouvernement chinois, et c'est une question qu'on peut se poser aussi quand on évoque ce sujet, est-ce qu'il accepterait réellement de céder TikTok à Elon Musk, en tout cas Biden? Parce que ça pourrait être perçu comme une perte d'influence stratégique. Vous en parliez tout à l'heure. Donc, quelle est votre analyse de la position de Pékin aujourd'hui ? Alors déjà, en termes de communication officielle, ils ont toujours été très stricts et très clairs sur la question. Ils n'ont aucune volonté de céder TikTok. Là, effectivement, depuis quelques jours, il y avait quelques rumeurs selon lesquelles Elon Musk aurait pu reprendre l'entreprise comme d'autres. Par exemple, on a en France Franck McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui avait aussi des velléités de racheter TikTok. Il y a aussi le youtubeur MrBeast. Bon, il y a eu tout un tas de rumeurs sur le sujet. En revanche, du côté de TikTok, on a eu un démenti sur le fait que Elon Musk pourrait reprendre l'entreprise. Donc pour l'instant, on est tout à fait dans le flou. Et tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, en tout cas, c'est que du côté de TikTok, ils menacent clairement de fermer la plateforme et non pas de juste la retirer des stores comme il était envisagé. Donc c'est quand même une position qui marque un véritable bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Et de l'autre côté, on a aussi Trump qui annonce, qui commence à distiller des informations selon lesquelles il pourrait reporter, grâce à un décret, cette fameuse date butoir du 19 janvier qui arrive là très prochainement et qui mettait une pression sur TikTok, de sorte que le rachat ou la cession se fasse sous 60 à 90 jours. Tout ça va continuer effectivement à faire le cœur de l'actualité au cours des prochains jours. Vous serez là bien sûr pour nous en parler. On pourra se poser la question aussi dans quelques jours, quelques semaines, du rôle de l'Europe et de l'impact que tout ça va avoir en Europe. On en parlera ensemble. Merci beaucoup en tout cas Lisa d'avoir été avec moi aujourd'hui en plateau pour ce tour de l'actualité tech un peu partout dans le monde. Nous, on se retrouve évidemment avec Lisa la semaine prochaine et d'ici là, dès demain, toujours dans l'école du futur à 12h30 et toujours sur School TV. D'ici là, passez une très très bonne journée. Prenons soin de vous.